Pardon. Nous allons commencer notre table ronde hommage à Samuel Paty, enseigner la liberté d'expression et la laïcité. Je vous remercie tout d'abord d'être venus aussi nombreux pour cette table ronde hommage à Samuel. Et je vous présenterai tout d'abord les intervenants avant de faire une introduction. Samia Langar est docteur en sciences de l'éducation et chargée de cours à l'Université Lumière Lyon 2. Elle vient de publier aux presses universitaires de Lyon « Islam et école en France, une enquête de terrain ». Yanis Roder est agrégé d'histoire, responsable des formations au mémorial de la Shoah et membre du Conseil des sages de la laïcité. Il est également directeur de l'Observatoire de l'éducation de la Fondation Jean Jaurès et il a écrit plusieurs ouvrages sur l'école et la République, comme « Allons enfants, la République vous appelle ». Et il a mené une enquête sur les générations d'enseignants pour la Fondation Jaurès. Christine Guimonet est professeure d'histoire-géographie et enseigne au lycée Camille Pissarro de Pontoise, dans l'Académie de Versailles. Elle est secrétaire générale de la PAG, rédactrice en chef adjointe de la revue Historien et Géographe. Elle assure la coordination de l'atelier citoyenneté de l'association de la PAG, ainsi que l'organisation du prix Samuel Paty. Quant à moi, je suis Christophe Capuano. J'étais un des amis lyonnais de Samuel. J'ai été professeur d'histoire-géographie en collège comme lui pendant quelques années, avant de bifurquer vers l'enseignement supérieur et la recherche en histoire à Lyon 2, et puis tout récemment à l'université Grenoble-Alpes. J'ai également l'honneur de présider le jury du prix Samuel Paty. Enfin, à la fin de cette table ronde, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, nous fera l'honneur de nous rejoindre pour participer à la discussion. En introduction, je souhaiterais dire quelques mots afin d'expliquer pourquoi j'ai souhaité cette table ronde. Le 16 octobre 2020, Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie, est assassiné à proximité de son collège par un terroriste islamiste. Il est assassiné dans l'exercice de ses fonctions. Il est assassiné alors qu'il accompagnait ses élèves sur le chemin de la connaissance, qu'il les éveillait au savoir, à l'esprit critique, qu'il les éveillait à un esprit de connaissance et souhaitait leur faire comprendre ce qu'impliquait la liberté d'expression, mais aussi la liberté d'opinion et le respect de l'opinion. Ces principes de liberté, pas si faciles à saisir pour des élèves de 4e, il s'efforçait de leur apprendre. Tout ça dans la sphère laïque. Samuel était fier d'exercer ce métier de professeur. Il vivait avec passion ce métier, c'était un excellent pédagogue. Ce n'était pas un héros, mais un professeur qui allait au bout des choses, avec rigueur, avec droiture, avec honnêteté, et pour honorer sa mémoire, la mémoire de l'homme, la mémoire de l'enseignant, mais aussi l'ami, plusieurs actions sont menées actuellement. La publication de son mémoire de recherche aux presses universitaires de Lyon pour lui rendre hommage, un hommage intellectuel, et afin qu'on puisse le lire, qu'on puisse lire la qualité de sa réflexion. Et une table ronde sera organisée autour de cette publication dimanche au château de Blois à 11h30. Le prix Samuel Paty, destiné aux collégiens, que nous lancerons officiellement tout à l'heure, pour faire travailler les élèves sur les grands enjeux du programme de MC, d'éducation morale et civique, et certains principes, avec un premier thème sur la liberté d'expression. Et des moments d'échange, de débat, comme celui-ci, pour honorer la mémoire de Samuel, parce que l'on en a besoin. On a besoin de ces moments, car rien ne serait pire que le silence. Comme la connaissance, comme le savoir, ces moments de débat démocratique et de réflexion sont aussi une réponse à la barbarie et à l'obscurantisme. Alors, quelques fils rouges de cette table ronde. Cet attentat contre un professeur peut-il être vu comme un tournant au sens historique du terme? Est-ce qu'on a pris la mesure de cet événement? Et y a-t-il un avant et un après assassinat de Samuel Paty? Je vous propose d'appréhender ces questions
Tout d'abord, sous l'angle d'une approche essentielle, d'une question essentielle, qui est celle du professeur dans notre société, celle du professeur dans l'école de la République. Nous sommes à un moment où la parole du professeur est parfois remise en cause, où la légitimité du professeur est parfois remise en cause par les élèves et parfois par les parents d'élèves. Samuel n'est pas mort pour ce qu'il a montré en classe, les caricatures du prophète Mahomet. Il est mort en raison de la cabale organisée contre lui de l'extérieur. Cela pose la question du rapport de l'enseignant avec son environnement, des effets du pas de vague sur l'enseignant, mais plus largement sur les relations entre enseignants, parents d'élèves et chefs d'établissement. Samia Langar, vous avez réalisé une thèse à partir du terrain de Vénissieux, en banlieue lyonnaise, et vous avez mené une série d'enquêtes auprès de chefs d'établissement, d'enseignants, de parents d'élèves. Est-ce que vous pourriez expliquer en quelques mots votre démarche? Quelles relations parents d'élèves, enseignants, chefs d'établissement ressortent de vos entretiens? Tout d'abord, je voudrais... Vous m'entendez? Oui. Tout d'abord, je voudrais, dans un premier temps, vous remercier, Christophe, pour cette invitation. Vous me faites l'honneur de participer à cette table ronde en hommage à Samuel Paty, et j'en suis touchée. Je voudrais remercier aussi, et j'en profite, les PUL, les presses universitaires de Lyon, qui ont publié mon livre, et je voudrais remercier aussi la présence de ce public aujourd'hui. Alors, tout d'abord, je vais expliquer rapidement la démarche de ma recherche. Donc, le livre qui est présenté ici aujourd'hui est issu d'une recherche doctorale, d'une enquête, d'une réflexion, d'une écriture dans lesquelles je m'étais profondément engagée, tant je mesurais l'exigence et même la nécessité de regarder en face, lucidement, et si possible sans les préjugés qui souvent la recouvrent, la question des rapports entre l'islam et l'école, et plus largement entre l'islam et la société française. Chacun a pu le constater, cette question, depuis la fin des années 80, n'a cessé d'envahir l'espace public et les débats politiques. Tenter de comprendre ce qui arrive, tenter d'en comprendre les raisons et les enjeux, ou au moins de contribuer à cette compréhension, voilà pourquoi j'avais fait le choix d'une recherche donnant à entendre la parole de celles et ceux à qui cela arrive, entre autres, donc les enseignants, les familles qui sont sur certains territoires. Donc, il me semblait que cette compréhension passe par un retour en arrière nécessaire et par une question, un retour en arrière qui consiste simplement à se rappeler que voici bientôt 40 ans, en 1983, toute une jeunesse appartenant à la seconde génération de l'immigration postcoloniale maghrébine entamait une marche qui allait traverser la France, porteuse d'une même revendication, portée jusqu'au bout de l'État, celle de l'égalité et de l'accès à la pleine citoyenneté française. Sa dénomination, Marche pour l'égalité et contre le racisme, faisait pleinement écho aux valeurs de la République. Il ne faut pas oublier le contexte de l'époque, de cette marche, la montée du Front National et la multiplicité de crimes racistes. Les jeunes marcheurs de 83 demandaient la pleine égalité et une citoyenneté à part entière. La question religieuse, à ce moment-là, n'existait absolument pas. C'est leur statut de descendants des migrations postcoloniales qui était en jeu à cette époque. Mon premier questionnement, donc, toujours dans ma démarche de recherche, était de comprendre pourquoi l'on était passé d'une revendication citoyenne, républicaine, au développement de revendications identitaires et religieuses, aujourd'hui qui touchent toute la société et l'école, sanctuaire républicain s'il en est. Mon souci premier était d'aller sur le terrain pour voir ce qu'il en était réellement, donner la parole aux premiers concernés, les enseignants et les familles, les enseignants qui éduquent les enfants de ces familles et les familles françaises musulmanes. En somme, aller entendre la parole des premiers concernés. Pour cela, il me semblait essentiel de choisir la ville de Vénissieux, donc ville de banlieue lyonnaise, la ville d'où est partie cette fameuse marche.
Pour rappeler rapidement cet événement, les instigateurs de cette marche se sont inspirés de Martin Luther King et de Gandhi. C'était une marche pacifique. Pendant 2 mois, ils ont traversé la France jusqu'à l'arrivée à Paris où ils ont été reçus par François Mitterrand lui-même. Je me suis arrêtée un moment sur cet événement parce qu'il me semble fondateur, très important. Il me semble essentiel pour expliquer ma démarche. Donc la marche a été la première visibilité positive de cette population, de cette jeunesse. Alors qu'il faut dire que la visibilité, donc il y avait des émeutes aussi à cette époque dans les banlieues, à partir de 81, dans les quartiers on brûlait des voitures, donc l'image était négative de cette population. Et ça a été la première visibilité positive. Pour revenir à ma recherche, j'ai donc enquêté sur le territoire de Vénissieux auprès de responsables d'établissements, d'enseignants et de familles. En ce qui concerne l'échantillon pour les familles, il me semble important de préciser que les conditions étaient que ces familles vivent sur le territoire de Vénissieux et pour la plupart, leurs parents vivaient déjà aussi sur le territoire. Et la deuxième condition était que ces familles étaient et sont françaises. Ma méthodologie de recherche repose sur l'entretien compréhensif, le récit de vie. J'ai donc passé beaucoup de temps avec mes enquêtés. Les thématiques abordées étaient le rapport des parents à l'école, leur propre scolarité, celle de leurs enfants, le rapport à la question religieuse et leur rapport à la laïcité. Pour les responsables éducatifs et les enseignants, c'était les mêmes thématiques, mais de leur point de vue. Ma problématique finale était qu'entre les revendications citoyennes et égalitaires, portées par la marche et les revendications identitaires religieuses auxquelles sont confrontées la société et l'école aujourd'hui, il y a rupture et continuité. Mais ce sont des demandes de reconnaissance. J'ai construit mon cadre théorique en partant de la théorie de la reconnaissance d'Axel Honneth, théorie de philosophie sociale. Alors maintenant, je vais arriver rapidement aux principaux enseignements qui ressortent de cette recherche. Alors le premier enseignement, c'est le constat que font à l'unanimité tous les acteurs de terrain, responsables d'établissement, enseignants, parents, celui de l'enclavement territorial, des difficultés sociales et du manque de mixité sociale. Bien avant que la question de l'islam et les questions de laïcité se posent, leur problématique est vraiment une problématique territoriale, d'enclavement territorial et de difficultés sociales. Le deuxième enseignement, c'est l'investissement du personnel éducatif auprès de leurs élèves. Ils ont le souci de la réussite de leurs élèves. En ce sens, ils sont complètement dans la posture républicaine, de la transmission du savoir, des connaissances comme vecteur d'émancipation, tout en ayant conscience, en étant conscients et en prenant en compte les difficultés sociales de leurs élèves. Et quand l'islam fait problème, c'est en tant que frein à cette émancipation. Cependant, certains enseignants font état d'un clivage eux et nous qui se dessine, une différence culturelle de plus importante entre eux et leurs élèves. Pour certains, il y a le monde des élèves et le leur, celui de l'école. C'est un constat teinté d'inquiétude, je tiens à le souligner, et de désarroi de la part de ces enseignants. Les parents aussi font part de ce clivage du eux et du nous, mais le sens en est différent. C'est eux qui ne veulent pas de nous. À traduire comme c'est la France qui ne nous considère pas comme des citoyens à part entière, comme des Français, nous les musulmans, les Français musulmans. De la part des familles, ce n'est pas du désarroi, mais un constat teinté d'amertume. C'est le ressenti d'une discrimination. Un autre sujet qui est marquant chez ces familles quand on évoque leur scolarité, c'est la question de l'orientation subie. Ces familles ont un fort sentiment d'injustice quand ils évoquent leur propre parcours scolaire, d'avoir été orientés dans des voies de garage du fait de leur origine. Ce qui fait d'eux des parents extrêmement combatifs quant à la scolarité de leurs enfants et des parents stratèges. Un autre constat, cette fois-ci, qui concerne les enseignants, c'est la difficulté de plus en plus grande d'exercer leur métier d'enseignant sereinement, avec des conditions de travail de plus en plus difficiles, qui est due au manque de moyens et des tâches de travail de plus en plus importantes. Donc ça, c'est quelque chose qui est ressorti très fortement dans les entretiens. Alors, un autre enseignement important, qui concerne directement l'islam cette fois-ci, c'est la pratique de ces familles d'un islam différent de celui de leurs parents.
un islam plus authentique et plus intellectuel, un islam de connaissance, le rejet de ce qu'il nomme un islam de coutume, de tradition, un islam inculte, donc quand ils jugent l'islam de leurs parents. À la place de retour, je parlerai plutôt de recours à l'islam. C'est un islam de requalification, une requalification qu'ils n'ont pas trouvée dans l'école et la société. Et c'est avec l'islam qu'ils restaurent l'estime de soi. Et selon Axel Honneth, dans sa théorie de la reconnaissance, c'est dans la sphère sociale ou la sphère de la solidarité que se construit l'estime de soi. C'est donc une requalification par l'islam qui répond à une demande de reconnaissance qu'ils ne trouvent pas dans la société française. Mais pour certains, c'est aussi une requalification de l'islam, religion aujourd'hui vue par beaucoup comme une religion archaïque. Un autre élément important, toujours sur la question de l'islam, ce que j'ai pu voir sur le terrain, c'est un islam de couple. On a affaire à un islam porté par le couple et non à un islam patriarcal où l'épouse serait soumise. C'est aussi un islam vécu comme cadre moral dans la famille, un islam de valeurs, un cadre de vie qui protège d'une société individualiste et en plein délitement. Une protection aussi et surtout pour protéger leurs enfants de la délinquance et de la drogue. Il ne faut pas oublier la configuration des territoires dans lesquels vivent ces familles. Et c'est aussi un islam, on parle beaucoup de communautarisme quand on parle de la question de l'islam. Je me suis rendu compte que c'était un islam extrêmement individuel. Et un autre point important, et j'aurai fini, déjà évoqué, mais sur lequel je me permets d'insister, ces familles souffrent de ne pas être considérées, reconnues comme des Français, des citoyens à part entière. Ce constat fait état d'une situation de Français musulmans qui se sentent grandement fragilisés dans la société française aujourd'hui. Merci Samia. Yanis Roder, comment appréhendez-vous la place de l'enseignant aujourd'hui dans la société et comment les différentes générations d'enseignants vivent ces enjeux, ces difficultés? Vaste question, c'est celle-ci. Voilà, vaste question, merci beaucoup. D'abord, je voudrais, moi aussi, vous remercier, Christophe, pour cette invitation. Je suis très ému d'être ici, dans le cadre qui est le nôtre aujourd'hui. Alors, comment je situe aujourd'hui l'enseignant du point de vue de l'enseignant de terrain que je suis? Moi, ça fait 22 ans que j'enseigne dans un collège, on appelle ça classé sensible, en Seine-Saint-Denis, et je vois combien l'enseignant occupe une place importante à plusieurs niveaux. D'abord, il occupe une place importante auprès de ses élèves. La relation que chaque enseignant construit avec ses élèves est une relation extrêmement importante, et notamment dans ces quartiers dont parlait Samia Langar, où l'enseignant, finalement, occupe une place particulière, il peut occuper une place de référent dans ce que vivent au quotidien ces élèves qui restent pour beaucoup des enfants, donc que vivent ces élèves, au sein de cette école qui peut être dans ces quartiers, les géographes en seront contents, un interface entre la République, ses symboles, ses imaginaires, ce qu'elle véhicule, et ces quartiers qui, parfois, et vous le décrivez, Samia Langar, sont de véritables écosystèmes. Et l'école reste un lieu de contact, un lieu de rencontre de ces deux espaces qui, parfois, et c'est ce que vous dites aussi, sont éloignés. Et le professeur, dans ce cadre-là, joue un rôle absolument essentiel. Évidemment par ce qu'il enseigne, par ce qu'il dit, et Christophe, vous l'avez rappelé en introduction, en parlant de notre collègue, de votre ami, Samuel Paty, mais également dans ce qu'il représente comme image référence pour ses élèves. Donc la position, à la fois géographique, mais aussi symbolique et sociale, de l'enseignant est une position extrêmement importante. Et en même temps, l'enseignant est au cœur des problématiques qui nous concernent aujourd'hui et qui tendent à nous concerner de plus en plus et plus largement que l'école, la société. À la Fondation Jean Jaurès, nous avons mené l'année dernière une étude, un sondage
un gros sondage, qui montrait qu'il y avait une évolution aujourd'hui dans le monde enseignant. Alors une évolution qui reste, on peut le dire comme cela, minoritaire, marginale, et on aperçoit un hiatus entre ce que pensent les enseignants, on va dire cela comme ça, sans vouloir vexer personne, chevronnés, c'est-à-dire de plus de 30 ans. Est-ce qu'on est chevronné à 30 ans? J'en sais rien, ça dépend peut-être des espaces, ou voilà, ça dépend du vécu de chacun. Et puis surtout, ça dépend à quel âge on a commencé. Et puis les jeunes enseignants, c'est-à-dire ceux qui ont moins de 30 ans. On voit aujourd'hui plusieurs choses. D'abord, pour employer un terme managérial, ce qui ne se fait pas dans l'éducation nationale, les jeunes profs sont moins corporate. C'est-à-dire qu'ils sont moins affiliés à la MGEN, ils sont moins affiliés à la Maïf, ils sont moins affiliés... Bon, la CAMIF, je n'en parle même plus. Ils écoutent moins Radio France. Par exemple, Laurence Bloch, la directrice de France Inter, aime à dire France Inter, la radio la plus écoutée par les profs. 14% des profs. Voilà, écoutent France Inter. Et les moins de 30 ans, à 18%, écoutent Énergie le matin. Donc Manu dans le 6-10. Donc il y a là des évolutions qui sont intéressantes en termes généraux, en termes globaux, qui montrent effectivement que les profs jeunes sont des jeunes. Ils sont des jeunes, ils se conduisent comme des jeunes, avec une conscience peut-être, en tout cas c'est ce que tend à montrer l'étude, cela demande à être confirmé par d'autres études, une tendance peut-être à être plus dans une vision individualiste et moins structurée en termes professionnels. C'est ce qui apparaît. Et on le voit également dans le rapport des jeunes enseignants aux valeurs de la République et aux principes de laïcité, où on a davantage... alors, ils sont très attachés à la question, aux principes de laïcité, bien sûr. De mémoire, je crois que c'est l'ensemble des profs, c'est plus de 90%. Les jeunes profs, c'est autour de 75%. Donc on a là un petit gap qui est en train de se creuser, qui est intéressant. Et quand on va plus loin dans l'enquête, on voit que les jeunes enseignants sont plus portés vers la question que j'appellerais moi de la coexistence, c'est-à-dire de la tolérance un peu à l'anglo-saxonne, la coexistence entre croyants, mais aussi entre croyants et non-croyants, n'allant pas au-delà dans la conception de ce que peut être le principe de laïcité. Et on voit d'ailleurs avec l'enquête du mois de mars 2020 menée pour la LICRA par l'IFOP, que finalement les jeunes profs ne se distinguent pas un peu quand même. Ils sont davantage portés sur les questions, sur les valeurs de la République, mais ils se distinguent pas réellement, totalement, de l'ensemble de la jeunesse, qui, elle, est très portée sur ces questions de coexistence, de droits individuels et de tolérance, plutôt que sur la question des principes de la République. Est-ce que je peux dire un mot sur ce qu'a dit Samia Langar? Alors, moi j'ai été très intéressé, j'ai lu votre travail, j'ai été très intéressé, mais si j'entends bien que, évidemment, Vénissieux est un endroit particulièrement touché par ce qu'on appelle une poche de pauvreté, disons-le très clairement. Mais si je peux me permettre, dans votre travail doctoral, j'ai l'impression que la population que vous avez interrogée, je pense notamment aux parents d'élèves, cette population, vous la situez sans lien culturel, en fait. C'est-à-dire qu'elle est à Vénissieux, bien sûr, mais aussi bien des années 80 à aujourd'hui, vous ne faites pas de lien avec... et pourtant, vous avez choisi un public d'origine algérienne, vous l'avez dit précisément. Vous ne faites pas de lien avec le pays d'origine, et notamment ce qui s'y passe. Ce qui s'y passe dans les années 80, avec l'arrivée des prêcheurs, des prédicateurs wahhabites, et surtout la décennie des années noires, et notamment 94-95 en France, qui est un moment extrêmement important, où on voit arriver sur le territoire français des prédicateurs du FIS, du GIA, etc., qui vont, et c'est pas moi qui le dis, ce sont les chercheurs qui le disent, et qui vont essaimer dans ces espaces, et vous avez raison, de relégation sociale, et qui vont jouer un rôle, me semble-t-il, extrêmement important dans ce que vous appelez la réislamisation. Alors, ça ne veut pas dire que ce que vous dites, la blessure narcissique,
la volonté de requalification n'existe pas, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais je trouve qu'une vision macro aurait, je crois, éclairé la lecture de ce que vous avancez. Alors, oui, tout à fait, Yanis. J'entends votre remarque, sauf que mon sujet de mémoire était, mon sujet de thèse, pardon, était Islam et l'école. Donc, j'avais un guide d'entretien, ce sont des entretiens compréhensifs, et j'attendais que les familles amènent cette question-là. Et c'est une recherche qualitative qui ne prétend rien. Qui ne prétend à aucune généralité. Alors, quand vous parlez du GIA, tout à fait, hein, il y a eu une islamisation dans les banlieues, et ça, je nie absolument pas le problème, bien au contraire. Hein. Mais c'est avant le GIA, il y a eu aussi, dans les années 80, le wahhabisme d'Arabie Saoudite, si on veut être précis sur cette question-là. Et que les questions enfin en tous les cas, les entretiens menés avec les familles, avec les enseignants, vous avez quand même certains enseignants qui en font référence rapidement. C'était pas sur ce sujet-là directement. Et j'ai fini. Voilà. Merci. Christine Guillemonet, comment appréhendez-vous, vous, la place de l'enseignant? Est-ce que vous avez aussi des retours au sein de l'association des professeurs d'histoire et de géographie, de témoignages d'enseignants? Comment ils ont vécu l'assassinat de Samuel Paty, par exemple? Alors, ce que je voudrais commencer par dire, c'est que j'associe à tout ce que je vais dire notre collègue Joëlla Lazare, qui est vice-présidente de l'association, professeure au lycée Louis-le-Grand en classe préparatoire et qui ne peut pas être là aujourd'hui et à laquelle nous pensons fortement. Merci encore de cette table ronde qui est organisée en mémoire de Samuel. Les retours que nous avons eus, ils sont unanimes, un choc extrêmement violent. La première fois qu'un professeur d'histoire-géographie est, il faut le dire, massacré en pleine rue, mais ce n'est pas la première fois qu'un professeur est assassiné, parce qu'on oublie trop souvent celui de l'école aux Arts Torah à Toulouse. Un choc très violent et qui, un an après, n'est pas digéré. N'est pas digéré dans le sens où nous ne sommes pas du tout dans un quelconque déni, mais parce que nous n'acceptons pas ce qui s'est passé, ce qui est arrivé à Samuel, et tout ce qui a pu être dit, écrit, quelquefois sans avoir des informations fiables, d'où l'intérêt d'une bonne éducation à l'information après son assassinat. Et les grandes préoccupations de nos collègues étaient d'abord comment revenir en cours, continuer à travailler, comme nous avons l'habitude de le faire, comment rendre hommage à notre collègue assassiné de la meilleure des façons. Et tout ce travail, ça s'anticipe, ça se prépare. On n'a pas senti forcément une peur, mais plutôt une grande colère et une grande détermination à continuer à faire notre travail, plus que jamais, parce que nous avons un rôle important dans la société, un rôle qui nous est dénié, et je vais dire quelques mots là-dessus. Mon expérience, finalement, elle se nourrit de mon enseignement dans 3 académies différentes, Nice, Amiens et Versailles, dans une douzaine d'établissements, dont des collèges de ZEP et des zones rurales très paupérisées, déshéritées. Des régions où le rôle du professeur est important, parce qu'il permet un accès à la culture, à l'ascension sociale. Il peut être un modèle pour certains élèves, des filles par exemple. On est celui ou celle qui va encourager, porter des adolescents vers des études supérieures qui quelquefois n'ont même pas été pensées ni même envisagées. J'ai le souvenir du collège de Montcornet, un village qui est au port de la Thiérache, où j'ai enseigné et où, pour les parents, aller au collège, c'est déjà faire des études. Et où, dans ce collège, mais je ne pense pas qu'il soit le seul, à l'âge de 16 ans, des élèves peuvent partir, quelquefois en milieu d'année, parce que c'est le moment de la fin de la scolarité obligatoire, et ils ne voient pas forcément leur avenir. Et lorsqu'on parle de géographie scolaire, il faut bien avoir conscience que lorsqu'on est en région parisienne, dans des banlieues qui sont connectées à tout par les réseaux de transport, on ne pense pas forcément aux zones rurales qui sont très éloignées et où on a accès à rien. Alors, le rôle du professeur, qu'est-ce qu'on peut en dire?
Pour nous, il est tellement important parce que c'est un métier que nous aimons, que nous exerçons avec une grande détermination. Nous sommes des professionnels formés avec des savoirs scientifiques. Nous savons construire des cours qui sont adaptés à chaque niveau et surtout à l'alchimie spécifique de chaque classe. Parce que ce qui va marcher avec un groupe ne marchera pas forcément aussi bien avec un autre. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais renoncer. Et ce choc a été d'autant plus violent que nous sommes dans un contexte de défiance. Un contexte de défiance qui est très préoccupant, alors qu'au contraire, nous avons besoin de cohésion, de solidarité et de confiance entre les différents partenaires de l'école. Les parents, les chefs d'établissement, la hiérarchie de l'éducation nationale, chacun à sa place, les parents qui élèvent et éduquent leurs enfants, nous, professeurs, qui les instruisons, qui leur apportons des savoirs. Sans confiance et sans un discours de vérité, on ne peut pas travailler. Et je ne suis pas sûre que le climat qu'il y a depuis des années soit forcément favorable lorsqu'on entend des discours régulièrement hostiles aux professeurs dans les médias, dans le monde politique et même dans des associations de parents d'élèves où nous sommes toujours accusés de ne pas assez faire, de mal faire et de ne pas être suffisamment à l'écoute des enfants. Et je pense que ces questions-là sont fondamentales parce que les parents doivent aussi respecter une certaine limite, ne pas contester le contenu des cours, les pratiques pédagogiques, venir échanger avec nous, qui sommes toujours à leur écoute. On construit ensemble, on ne s'affronte pas. Ça n'est pas dans l'agressivité qu'on va faire progresser un enfant qui a des difficultés. Et cette confiance, elle passe aussi par le soutien que l'institution doit systématiquement apporter à tous les niveaux de la structure, au professeur qui est insulté, qui est agressé et qui est remis en question. Et si un changement doit se produire, c'est d'abord et surtout celui-là. Merci beaucoup, Christine. Merci beaucoup aux trois intervenants pour ce premier tour de table ronde qui a posé déjà un certain nombre d'éléments extrêmement importants et complexes aussi. Le deuxième angle est celui de la laïcité et le principe de liberté d'expression, principe de liberté d'opinion. Comment enseigner cette liberté d'expression, cette liberté d'opinion et comment enseigner la laïcité après Samuel Paty. Samia Langar, chez les parents d'élèves que vous avez interrogés, la laïcité semble perçue comme une forme d'expression de leur religion, l'islam. Pourriez-vous nous en dire plus? Ils se disent souvent les victimes des lois laïques. Quelle est votre analyse? Alors, on entend? Oui, vous m'entendez? Alors, dans mon travail, donc, auprès des familles, sur la question de la laïcité, alors je voudrais revenir sur la loi 2004. Elle a été acceptée par toutes les familles, sans problème. Le problème, c'est qu'elle a été perçue un petit peu comme une loi qui visait essentiellement l'islam. C'est un petit peu la problématique de ces familles-là. Et alors, je dois préciser, quel que soit leur degré de religiosité, parce que dans le livre, on voit bien qu'il y a des degrés de religiosité différents, même des familles qui se disent musulmanes laïques. Et là, pour le coup, ils sont assez unanimes pour avoir le ressenti que cette loi les visait en tant que musulmans. Ça, c'est la première chose. Mais tout en même temps, quand on parcourt le livre, on voit bien que ces familles respectent ce principe de laïcité et qu'ils disent, souvent ils sont assez nombreux, dire que non, que la religion c'est l'histoire de la famille, l'éducation religieuse c'est la famille et l'école c'est le savoir et la connaissance. Donc là, c'est quand même très ancré aussi dans les familles.
Et autre chose, il me semble, moi, sur la question de la laïcité. Alors là, pour le coup, je m'appuierai sur Patrick Weil, dans son livre de la laïcité en France. Il dit dans ce livre, il note quelque chose qui me semble très intéressant et qui demande réflexion. Il parle de la charte de la laïcité et il dit, enfin, sur la charte, c'est marqué que c'est la laïcité qui fait le citoyen. Patrick Weil, non, lui dit non, lui oppose cette vision. Pour lui, c'est le citoyen qui adhère, qui fait adhésion. C'est quand on est citoyen qu'on adhère à la laïcité. Et là, je reviendrai donc à la fin, tout à l'heure, de mon intervention, quand j'expliquais que ces familles ne se sentent pas comme des citoyens à part entière, ne sont pas reconnus comme des citoyens à part entière. Donc on pourrait réfléchir à cela et se dire que c'est peut-être le bas qui blesse par rapport à l'adhésion à la laïcité. On pourrait aller sur cette piste-là. Et c'est pour ça que je pensais que cette réflexion de Patrick Weil résonnait complètement avec les analyses qui ressortent de mon terrain. Voilà. Je suis d'aller. Merci Samia Langar. Je vous en prie. Yanis Rader, quels sont selon vous les enjeux de l'enseignement de la laïcité aujourd'hui et souhaitez-vous réagir à l'analyse que fait Samia Langar de la laïcité? Merci. Les enjeux de la laïcité sont de vastes enjeux. L'enjeu le plus important, me semble-t-il, pour l'école laïque, et je me permets de rappeler que l'école a été laïque avant l'État, avant la France. La France l'est avec la loi du 9 décembre 1905, l'école l'est avec les lois Ferry. Et cela a une signification. Parce que l'école, parce qu'elle est laïque, c'est l'apprentissage de la liberté. L'école de la République française offre la possibilité, je dis bien offre la possibilité, parce que l'école, et c'est important de le dire, je crois, de le rappeler, l'école ne demande pas adhésion, elle offre la possibilité. Elle offre la possibilité de se construire grâce au savoir, au pluriel, de manière à pouvoir se détacher des déterminismes qui font ce que nous sommes quand nous arrivons à l'école. Cela signifie que l'école, me semble-t-il, n'a pas à prendre en compte les sensibilités de chacun. L'école n'est pas un supermarché où on viendrait, en fonction de ses sensibilités, piocher ceci ou cela. L'école, c'est le même enseignement pour tous, sur l'ensemble du territoire, un enseignement basé sur la raison et sur la science. Et c'est cet enseignement qui offre à chaque élève la possibilité, justement, de s'élever. C'est la première signification du terme élève. La possibilité de s'élever et donc de se déterminer soi-même, de construire son libre arbitre. C'est toute la richesse de l'école républicaine et c'est toute la richesse que nous offre l'école publique, l'école laïque. Ça me semble extrêmement important, cette possibilité offerte à chacun. Alors chacun en fait ce qu'il veut. Et ça aussi c'est important. C'est-à-dire qu'on arrive à l'école, évidemment on n'oublie pas ce qu'on est, mais on se met en retrait. On met en retrait ses sensibilités. Et on se met en position de recevoir les enseignements qui sont prodigués à l'école. Et puis, le soir venu, en franchissant les grilles de l'école ou les grilles du collège ou du lycée, eh bien, on reprend ce qui nous déterminait auparavant, mais en étant plus riche de ce que nous a donné la journée d'école. Et c'est là-dessus que se construit peu à peu la liberté de se constituer par soi-même, de se construire grâce à l'école de la République, et c'est ça, pour moi, avant tout, la laïcité. Vous savez, et je vais répondre de fait à Samia Langar et à ce que dit Patrick Weil. Jean Jaurès, dans un discours qu'il fait à Castres, sur ses terres, en 1904, dit « Démocratie et laïcité sont identiques ». Qu'est-ce à dire? Que voulait dire Jean Jaurès? Eh bien, que la laïcité, justement,
c'est ce qui permet la construction de citoyens libres. Parce que la République a besoin de citoyens conscients de ce qu'est la République, de ce qu'elle offre comme liberté individuelle et collective. Et c'est l'école qui permet la construction progressive des citoyens français. Nous sommes passés par l'école, nous sommes devenus des citoyens accomplis, enfin je l'espère, des citoyens accomplis parce que nous avons eu accès à cette liberté que nous a offert l'école laïque. Et donc, ce n'est pas, je ne crois pas à ce que dit Patrick Weil, ce n'est pas parce qu'on est citoyen qu'on adhère à la laïcité, mais c'est la laïcité qui permet la fabrication des citoyens. Merci. Merci Yanis Schroeder. Si vous souhaitez répondre, Samia Longuia. Oui, alors ce que je voudrais dire, c'est que en fait, vous dites que l'école fabrique justement le citoyen, c'est l'école qui fabrique le citoyen. Mais il faut aussi qu'elle puisse faire de tous ses élèves, de tous ses enfants, des citoyens. Et quand on ne se sent pas un citoyen reconnu à part entière, c'est là où je rejoins complètement, moi, Patrick Weil. Il est difficile d'adhérer à la laïcité et à ses valeurs, surtout que quand on pense que la laïcité, c'est le ressenti. Moi, j'ai fait une enquête de terrain et je suis en train de vous rendre ce qui s'est passé sur ce terrain, de vous en faire des analyses. Et quand ces citoyens pensent que la laïcité, que pour eux, la laïcité a un traitement différencié, là, il faut, je pense, s'en inquiéter grandement. Et c'est d'où, quand Patrick Weil dit que c'est le citoyen, c'est en fait d'être reconnu comme citoyen, parce qu'on est toujours sur la question de la reconnaissance, être reconnu comme citoyen, c'est ce qui fait adhérer à la laïcité. Et dans ce sens-là, j'adhère complètement aux propos de Patrick Weil. Merci, merci Samia Longuia. Christine Guimonet, comment enseigner la laïcité en 2021 ? Grande question. Aujourd'hui, la laïcité, c'est un mot qu'on lit partout, qu'on entend partout. Quand j'étais élève, c'était un mot que je ne lisais nulle part et que je n'entendais nulle part. J'étais élève au collège Vernier, dans un quartier central de Nice, un collège où il y avait des élèves catholiques, protestants. Une de mes camarades avait un père pasteur. Il y avait des élèves dont les parents étaient des juifs séfarades qui venaient d'Afrique du Nord, quelques élèves musulmans. Tout le monde savait qui était qui. On ne parlait jamais de religion, on ne parlait jamais de laïcité. On savait ce que ça voulait dire. Hein. C'était un non-débat et c'était un non-sujet. Et j'avoue avoir un petit peu, sans être dans l'idée « c'était mieux avant », une légère nostalgie de cette période où mes professeurs pouvaient très certainement enseigner d'une manière un petit peu plus sereine. Alors, comment enseigner la laïcité ? D'abord en faisant un travail sémantique de déconstruction. Qu'est-ce que ça veut dire la laïcité ? Première question que je leur pose. Un élève me répond un jour, c'est la liberté de faire tout ce qu'on veut. Non, pas tout à fait. Un autre qui me dit, la laïcité, c'est pouvoir pratiquer toutes les religions. Un autre qui me dit, mais de toute façon, la laïcité, c'est bien que ça existe parce que dans ma famille, les religions, on n'aime pas ça, on part du principe que ça ne sert à rien. Comme quoi, partir d'un questionnement, on a une petite effervescence là, dans la classe. On voit un petit peu qu'est-ce qui se cache derrière les mots, qu'est-ce que les élèves ont en tête, qu'est-ce qu'ils savent, qu'est-ce qu'ils ne savent pas, où sont les lacunes à combler, et là on voit qu'est-ce qu'on va pouvoir tricoter pédagogiquement avec eux et quels sont les chantiers qu'on va ouvrir. Donc un travail sémantique et aussi de construction historique, parce que nous avons une histoire religieuse spécifique, nous avons eu des guerres de religion où on s'est tripé pour la plus grande gloire de Dieu, et il faut que les élèves arrivent à comprendre à un moment donné qu'il y a une différence entre la croyance et les connaissances, entre la foi et les savoirs. Et aujourd'hui, on pourrait peut-être dire que quand on va aborder les religions, on pourrait marcher sur des œufs. Mais moi, je crois fortement à la nécessité de s'emparer des questions, même les plus dérangeantes, et en discutant avec les élèves, en échangeant,
Ils vont sortir de la classe plus nourris, plus instruits, parce que si on s'empêche d'aborder certains sujets, finalement, l'élève qui a des questions auxquelles on ne répond pas, celui qui a des préjugés ou des a priori qu'il ne va pas confronter aux autres idées des autres élèves, n'aura pas avancé d'un iota. Et dans ce cas-là, on renonce à notre rôle de professeur et secondairement d'éducateur. Et il faut en rester dans cette idée-là que la loi protège la foi aussi longtemps que la foi n'entend pas dicter la loi, comme disait Aristide Briand. Donc la laïcité, ça n'est pas l'athéisme. Alors le schéma que vous voyez là, c'est un schéma que j'avais construit il y a quelques années lorsque le proviseur de mon ancien lycée m'avait demandé d'organiser une petite formation pour les élèves du CVL. Du coup, j'avais organisé mon tableau en deux domaines. Le A, avec tout ce qui tourne autour de la religion, la foi, la croyance, donc on en avait profité pour faire des petites révisions. Et après le B, l'athéisme, le refus de croire à l'existence de Dieu. Et je leur avais expliqué que la démocratie, la laïcité, le rôle de la loi, ça permettait finalement à la fois la croyance, la non-croyance, donc cette liberté de conscience qui apparaît là juste en haut du schéma, ce que j'appelle le passage du A au B, parce que dans une vie, il peut se passer beaucoup de choses, du B au A, et également ce que j'ai appelé la libre circulation à l'intérieur du A, c'est-à-dire les variantes en termes de croyances, de pratiques, qu'on peut avoir été élevé dans une famille où la pratique religieuse est très importante et petit à petit s'en éloigner, ou même le contraire. Et la flèche entre croire et ne pas croire symbolise les relations parfois conflictuelles qui existent entre les deux, conflits, incompréhension, intolérance et aussi une perception parfois très particulière de la liberté. Et pour donc ce A et ce B, il y a effectivement les risques, c'est-à-dire le sectarisme, l'intégrisme, les pressions qu'on peut exercer, la famille, le groupe social, donc tout ce qui tourne autour de l'éducation, la culture, les effets de groupe, l'influence, la crainte d'être exclu, stigmatisé. Et je fais juste une petite incise à ce propos. Lorsque nous avons retrouvé nos élèves après les vacances de Toussaint l'année dernière, on a beaucoup parlé toute la journée avec 6 ou 7 classes différentes, en faisant à chaque fois quelque chose d'adapté à l'alchimie de la classe. Et j'ai senti à la fois le rejet chez les élèves que je sais être de religion musulmane, de ce qui s'était passé. Une des premières choses qu'ils m'ont dit, madame, mais l'islam c'est pas ça, chez nous c'est pas comme ça. Donc je leur ai dit, mais vous savez, ne vous inquiétez pas, on le sait très bien. Et une peur aussi, à cause des attentats commis par ces fanatiques, qu'ils puissent, eux, se retrouver insultés, agressés. Et il a fallu les rassurer, les tranquilliser, en leur expliquant que s'ils étaient pris à partie, on serait là pour les protéger et pour les défendre. Donc on doit automatiquement travailler avec eux en ayant toujours cette double préoccupation. L'école. Donc l'école, on la voit sur le schéma. Des écoles qui sont bien différenciées. Il y a l'école à domicile, l'école privée sous contrat, l'école privée hors contrat, l'école qui est confessionnelle et l'école publique. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on a là ? Le savoir, puisque le savoir, c'est destiné à s'instruire, à lutter contre les ignorances, contre les préjugés, et on a la connaissance fondée sur les études scientifiques, la raison. Et le fait religieux doit faire partie de ce qu'on apprend aux élèves, sans que ça prenne là aussi une importance démesurée. On n'est pas là pour leur apporter une assistance spirituelle, hein. C'est pas du tout ça. Mais notre travail, c'est d'utiliser l'histoire, faire aussi un peu d'anthropologie religieuse et culturelle, ne pas hésiter à leur expliquer que la manière dont les croyants aujourd'hui peuvent percevoir leur religion peut aussi s'accompagner d'une espèce de mythification de ce qu'ils pensaient être le christianisme, l'islam ou le judaïsme des origines, et que nous, on va les aider, sans remettre en question d'une aucune façon leur foi, à déconstruire un petit peu les mythologies. On fait un travail d'historien. On est là pour décrypter. Et c'est beaucoup plus formateur que ce qu'on croit.
L'année dernière, j'avais emmené une classe à l'Institut du monde arabe dans le cycle Révolution. Et ils avaient eu des conférences avec Anne Lisneff, David Bramoulet et Dominique Valérian, des élèves de seconde. Et les deux questions qui étaient posées, difficiles pour eux, hein. La première, c'était: la naissance de l'islam est-elle une révolution religieuse? Et la deuxième question, encore plus corsée: est-ce que le califat fatimide, chiite au Caire, c'est aussi un moment de révolution religieuse? Et on avait travaillé sur l'islam médiéval en classe. Mais ça les a passionnés. Et des filles de la classe que je savais très préoccupées intellectuellement par leur religion, elles ont posé plein de questions. Et nous, on est là aussi en tant que facilitateur, un petit peu comme un médiateur intellectuel qui va pouvoir apporter des références. Lorsqu'un élève se questionne, qu'il vient nous voir, il faut savoir lui répondre. Quand il y a des interrogations, quand je vois que sur un réseau social, des élèves se posent des questions sur les courants de l'islam, etc., mon premier réflexe, c'est d'en parler avec eux et leur donner des livres. Et c'est toujours productif, parce que dans les lectures qu'ils vont faire, ils vont construire leur propre savoir en le confrontant à des écrits. Et c'est ça, finalement, là où nous sommes dans notre vrai rôle de professeur, en donnant accès à des savoirs auxquels les élèves n'auraient pas forcément l'idée d'aller chercher. Merci. Merci beaucoup, Christine. Et le dernier point, c'est que quand on parle de laïcité, il faut bien faire la différence entre l'espace public en dehors de l'école et l'espace public, l'espace scolaire. C'est-à-dire que quand on est en classe, on peut parler de politique, de religieux, mais on n'est pas dans un endroit où pour pratiquer sa religion ou pour faire du militantisme politique. On va échanger, parce que la démocratie, ce n'est pas uniquement le droit de vote, c'est avant tout et surtout le débat, même dans le désaccord. Non, je crois. Monsieur le ministre. Alors, nous en étions aux conceptions de la laïcité et aux approches de la laïcité, à comment enseigner la laïcité. Et Christine Guillemonet était en train d'expliquer tous les enjeux d'enseigner la laïcité auprès des élèves dans toute sa complexité, et elle venait de nous montrer ce schéma qu'elle proposait à ses élèves à des fins pédagogiques. On continue ? Ok. Vous voulez réagir, Yann ? Oui, je voulais réagir. Alors évidemment, réagir maintenant, c'est plus la même chose que de réagir il y a 3 minutes. Si vous me permettez, monsieur le ministre. Je voulais réagir à ce que disait Christine Guillemonet, avec laquelle je suis en parfait accord. Et je suis frappé, moi, de l'importance qu'elle donne à l'histoire dans ce qu'elle enseigne, en fait. Évidemment, elle est professeure d'histoire-géographie, mais là, il n'était pas nécessairement question d'histoire sur le schéma. Et ce qui est très important, me semble-t-il, c'est d'expliquer, quand on enseigne les valeurs de la République, le principe de laïcité à nos élèves, c'est de donner du sens à ce que nous faisons. C'est-à-dire tout le monde sera d'accord, et c'est un peu tarte à la crème ce que je vais dire, mais annoncer un catéchisme républicain désincarné, ça n'a pas de sens. En tout cas, ça ne marque pas. En revanche, essayer d'expliquer aux élèves pourquoi nous en sommes là aujourd'hui et d'où nous venons.
Christine a parlé des guerres de religion. Il faudrait expliquer, et les élèves, le travail, la monarchie absolue, le rôle de l'Église, la place de la religion, la Révolution française, l'émancipation des Juifs, le mariage civil. Tout cela joue un rôle extrêmement important et marque une progression, on va dire, et j'utilise à dessein le terme progression, vers ce que nous sommes aujourd'hui. En mettant en perspective ce que sont les valeurs et ce qu'est le principe de laïcité et pourquoi il s'est construit ainsi en France, nous donnons du sens à ce que nous enseignons aux élèves. D'où nous venons et ce que nous sommes aujourd'hui, ça me semble extrêmement important. Si vous me le permettez, Monsieur le Ministre, nous allons terminer cette table ronde avec la question des caricatures, qui me semble important d'aborder. Ce dernier tour de table concerne l'enseignement des caricatures. Comment enseigner les caricatures après Samuel Paty? J'aimerais avoir les positions des uns et des autres. Samia Langa. Alors, je n'ai pas d'opinion sur l'enseignement des caricatures et ce n'est pas mon travail de recherche. Donc on a présenté mon travail de recherche tout à l'heure. Donc je ne pourrais pas, je n'ai pas travaillé sur cette question, je n'ai pas interrogé les familles sur cette question, ma recherche était terminée. Mais ce que je voulais revenir peut-être sur quelque chose de plus factuel sur les caricatures, dire que en fait les débats sur les caricatures ont commencé en 2005 au Danemark, comme tout le monde le sait. Ensuite, elles ont fait malheureusement le tour du monde. Ces histoires de caricatures, comme chacun le sait, ont été instrumentalisées aussi par certains pays, dont la Syrie, l'Iran, la Turquie, d'où des manifestations extrêmement importantes. Là, je fais un historique extrêmement rapide. Mais pour finir de dire qu'en France, il y a eu très peu de manifestations de musulmans en rapport avec les caricatures. Très très peu comparativement à d'autres pays, et bien sûr comparativement aux pays arabo-musulmans. Et pour les caricatures, je vais peut-être pas sur la question de l'enseignement, mais je vais plutôt aller sur le sentiment des familles sur les caricatures. Les familles sur lesquelles je travaille, familles françaises musulmanes, qui font très bien la différence entre les caricatures, enfin qui savent très bien ce que sont les caricatures, même si elles n'adhèrent pas toujours à ces caricatures, même si certaines les offensent, mais elles savent très bien ce que sont des caricatures. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Mais l'offense des caricatures, pour certains, j'entends bien toujours pour certains, a été aussi peut-être vécue comme une offense de plus par rapport à la médiatisation de l'islam depuis plus de 30 ans. Donc c'est ce que je voulais dire au sujet de ces familles. Puis la deuxième chose que je me permettrais, enfin c'est plutôt une réflexion sur la liberté d'expression, sur la place de la liberté d'expression et sur la liberté de conscience. Il faudrait aussi réfléchir à ce que la place de l'une et de l'autre soit quand même sur un même pied d'égalité. C'est peut-être, là, c'est plutôt piste de réflexion, plutôt sur une question et des pistes de réflexion. Voilà ce que je voudrais dire sur les caricatures. Merci. Juste pour réagir, Samuel Paty s'était justement positionné, à mon sens, sur cet équilibre dans la sphère laïque, à la fois en enseignant la liberté d'expression, mais aussi en prenant en compte la liberté d'opinion, et notamment la liberté d'opinion religieuse et le respect de cette opinion religieuse, en demandant aux élèves qui ne souhaitaient pas voir les caricatures, quelle que soit leur religion, s'ils souhaitaient sortir ou fermer les yeux. Je ferme la parenthèse. Je passe la parole à Yanis Roder. Quelle est votre analyse sur les caricatures ? Mon analyse sur les caricatures, elle sera d'une confondante banalité en réalité et une analyse que pourrait faire tout prof d'histoire géo qui se respecte. D'abord, je voudrais dire un petit terme. La sémantique a son importance
Et je ne reproche rien aux médias, mais les médias ne cessent de dire « montrer les caricatures ». On ne montre pas des caricatures. Vous savez tous, comme moi, qui ici est enseignant, j'imagine, qu'on ne montre pas des caricatures. On étudie des caricatures. On se sert des caricatures pour faire comprendre des messages, qui soient des messages politiques, satiriques ou pas, ou des messages religieux. Enfin bon, voilà. On ne montre pas de caricatures, on étudie des caricatures. La caricature, c'est un outil, c'est un document parmi les autres types de documents de différentes natures que nous pouvons utiliser en classe. Donc, bien sûr que c'est un document qui peut et qui doit être utilisé dans certains cours, avec toujours l'idée de mettre en perspective ce que nous sommes en train de faire. Pourquoi nous montrons cette caricature à ce moment-là ? L'important, c'est que nos élèves, et je crois que c'était tout le travail de Samuel Paty, c'était que nos élèves comprennent le sens de ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire ce qu'ils sont en train d'apprendre, le sens. Donner du sens et donc mettre en perspective pour donner ce sens. En n'oubliant pas de dire aussi que la France est un grand pays de tradition pour les caricatures. Elles n'apparaissent pas avec Charlie Hebdo, tout le monde le sait. Et en même temps, je crois que travailler sur des caricatures, c'est permettre réellement la mise en application, je crois, du principe de laïcité, dans le sens où cela demande parfois à certains de se détacher un petit peu de soi-même, c'est-à-dire de mettre un peu en retrait sa sensibilité et de se poser avec les autres dans un lieu commun, dans la fabrication d'un commun, à un moment donné, en mettant de côté ce qui nous détermine au départ. Et je crois que c'est ça, essentiellement, le rôle de l'école de la République, et que là vient prendre tout son sens le principe de laïcité à travers l'enseignement à l'aide des caricatures. Merci beaucoup. Christine Guimonnet, je sais que vous avez construit aussi tout un enseignement autour des caricatures. Je me permettrai d'en présenter, de présenter un peu votre PowerPoint. Bon, alors, tu as dit une partie de ce que je voulais dire, ça va pas du tout, là. Non, très sérieusement, comme on l'a entendu à plusieurs reprises l'année dernière, il est profondément vain de demander à chaque professeur de montrer en classe une caricature de Charlie Hebdo. Sans compréhension du contexte, et je le dis avec d'autant plus de force que j'enseigne dans le lycée où Charb était lycéen, cela ne sert à rien. Et cela peut même être totalement contre-productif. À quoi est-ce que ça sert de montrer une caricature qu'on ne va pas expliquer? Très franchement. Et la caricature, ça n'est pas non plus l'alpha et l'oméga d'un cours d'histoire ou de MC. Elle doit toujours être contextualisée et décryptée. On s'est beaucoup focalisé sur cette question des caricatures. Alors, est-ce qu'on en montre, est-ce qu'on n'en montre pas? Est-ce que vous vous censurez, est-ce que vous ne vous censurez pas? Comme on s'est focalisé sur le MC, comme si 18 heures par an allaient être déterminantes, alors que ce sont simplement des heures qui sont des portes d'entrée dans l'apprentissage de la citoyenneté, des moments de respiration, de réflexion sur des sujets importants, sur des sujets graves, même s'ils sont clivants, pour justement se décentrer, prendre du recul, écouter l'autre. Écouter l'autre. Et les élèves ont, c'est certain, des sensibilités aujourd'hui qui sont exacerbées, un petit peu plus qu'avant, mais pas seulement sur les questions religieuses. Il y a beaucoup de questions qui les préoccupent. Et mercredi, j'ai proposé à mes élèves de terminale un travail sur la caricature politique. Je leur ai donné 6 ou 7, des caricatures politiques de la Ve République, du général de Gaulle jusqu'à François Hollande. Autant vous dire que pour certains élèves, reconnaître les personnages, ça a été une sorte de jeu de piste que je n'avais absolument pas envisagé. Ils n'arrivaient pas à reconnaître Ségolène Royal, qu'ils prenaient pour Marine Le Pen. Même Jacques Chirac, avec son nez pointu, ils étaient perplexes. Bon, De Gaulle, quand même, avec ses tapes de la loi sur son nuage, ils l'ont reconnu. Et un des élèves n'a pas vraiment perçu que ça pouvait être Moïse ou Dieu. Donc les références religieuses, elles ne sont pas toujours là où on les attend. Et on a du travail.
Donc j'avais commencé, ça c'est un diaporama que j'avais construit pour le retour en classe l'année dernière. Et donc j'avais commencé par ce qui était arrivé à Samuel Paty avec la vision de Plantu. Voilà, donc celle qui est à droite, enfin à ma droite, est particulièrement préoccupante parce que c'est absolument pas comme ça que nous avons envie d'enseigner en classe, n'est-ce pas? Après, je leur ai montré également des dessins de Michel Kishka, qui est un caricaturiste qui vit en Israël et qui est né en Belgique. Donc là, ils voyaient le président Erdogan, la place de la République avec la tête de Marianne qui tombe. Tu peux avancer? Comment l'un et l'autre avaient perçu, avec leur sensibilité et leur crayon, l'attentat dans la cathédrale de Nice. Et comme il fallait revenir dans le passé, parce que c'est ça l'enjeu, instruire, émanciper, en mettant en miroir une caricature anticléricale de la Troisième République, avec le prêtre là, qui déverse des crucifix dans les entonnoirs plantés dans les cerveaux des élèves, et de l'autre côté, l'institutrice qui arrose ses petits élèves pour faire pousser des fleurs de connaissance et de savoir. Et si on leur montre ces deux caricatures, ces deux dessins sans expliquer, ils ne comprendront pas. Donc c'est à ça que notre travail sert. Après, il y avait voilà, donc, des caricatures contre l'Église catholique pour qu'ils comprennent qu'elles sont parfois extrêmement violentes, avec des métaphores animales, et que ça peut même être plus violent que les caricatures de Charlie Hebdo aujourd'hui. Et qu'il faut remonter dans le passé justement pour voir à quel point cette violence était perceptible. La pieuvre cléricale, donc ça, ce sont des caricatures qui sont très connues. Donc là, on voit Jules Ferry, et puis donc les séminaristes qui sont comparés à des oies. Donc il y a tout un travail à chaque fois de décryptage à faire. La République qui lutte contre l'Église, donc on voit Voltaire dans son nuage avec le triangle, le soleil qui illumine, la raison, etc. Des caricatures aussi cléricales, avec donc là on avait donc Émile Combes qui est personnifié comme étant une espèce de d'ogre là qui veut avaler là, les petits-enfants. Donc là, on a le bout clérical. Donc aujourd'hui, on dirait c'est pas très sympa pour les prêtres, mais à l'époque, c'était quand même extrêmement tendu. Je leur ai montré aussi des caricatures qui viennent d'autres pays, Russie, Italie, pour qu'ils se rendent compte qu'il n'y a pas qu'en France qu'on fait des dessins satiriques. Et très important, j'avais voulu trouver des caricatures du XVIe siècle, donc les modernistes seront ravis, des caricatures qui sont hostiles aux protestants et qui sont dessinées par des catholiques, et des caricatures qui sont hostiles aux catholiques et qui sont dessinées par des protestants. Et il y a un graffiti qui se trouve dans la cathédrale Saint-Cernin à Toulouse, que j'ai dû mettre à la diapo suivante, une caricature un petit dessin qui est tout à fait hostile à Luther. Non, Calvin, qui est donc dessiné sous la forme d'un porc. Et donc ça, c'est soit sur le bois, soit sur la pierre. Donc comme ça, on fait un petit peu un tour d'horizon pour avoir une idée plus précise de ce qui pouvait se faire dans le passé, à chaque fois en essayant de bien expliquer le contexte politique et le contexte religieux. Et j'avais terminé... Non, c'était ma dernière. Mais... Ah, dommage. Parce qu'en fait, à la fin, il y avait des caricatures pour montrer le drame du fanatisme religieux et des islamistes avec leur kalachnikov et leur ceinture d'explosifs. Et le diaporama se terminait par une caricature de Dilem, qui est un dessinateur algérien. Et la question que j'avais essayé de poser aux élèves, c'était qu'est-ce que ça veut dire être un dessinateur de presse dans un pays très autoritaire ou dans une dictature, pour qu'ils comprennent bien ce que c'est que la liberté d'expression chez nous et l'absence de liberté d'expression ailleurs. Merci.
Bien, mais merci beaucoup pour vos interventions. Comment souhaitez-vous que nous organisions la discussion? Est-ce qu'on prend des questions? Est-ce que on peut prendre des questions? Peut-être des questions dans la salle. Dans la salle. Oui, monsieur. Oui, allez-y. Parlez bien fort, par contre. Enlevez votre masque. Enlevez votre masque, s'il vous plaît, parce qu'on ne va pas vous entendre. À la laïcité. D'être détaché du fait religieux, d'être athée. Merci pour votre question. Alors, je dois pas la reformuler, mais la répéter pour qu'elle soit enregistrée. Yanis Schröder, quelle est votre position vers cette question générationnelle et ce rapprochement que vous avez fait selon une classe d'âge ou des goûts entre étudiants et enseignants, et ce rapport des jeunes enseignants à la laïcité qui serait différent d'enseignants plus chevronnés? Ce serait différent. Alors, je ne fais pas de lien entre le fait que 18% des moins de 30 ans chez les enseignants écoutent Énergie le matin et le fait qu'ils aient une vision davantage tournée vers la coexistence, la tolérance à l'anglo-saxonne, dans leur conception. Il n'y a pas de lien, en fait. C'est simplement, je déroulais une enquête que nous avons menée avec l'IFOP pour la Fondation Jean Jaurès, et il y avait différents éléments qui montrent, en fait, simplement l'idée, si vous voulez, qui était la mienne, c'était de montrer que la matrice enseignante, pour reprendre le vocable utilisé par Jérôme Fourquet dans l'enquête, la matrice enseignante ne fonctionne plus de la même manière avec les jeunes générations d'enseignants qu'elle a pu fonctionner auparavant. C'était tout ce que je voulais dire. Donc il n'y a pas de lien. Vous avez tout à fait raison. Vous pouvez écouter Manu le matin de 6 à 10 et avoir une conception très juridique, apparemment, qui est la vôtre, de la laïcité. Il n'y a pas de problème. En revanche, je ne sais pas ce que c'est. Enfin, j'ai cru comprendre que par vision outrancière de la laïcité, vous compreniez l'interdiction de l'expression de la diversité religieuse. C'était ça, si j'ai bien compris. Oui.
Alors, je ne vois pas ça dans l'école. En fait, je ne sais pas si vous le voyez peut-être, vous avez peut-être des collègues qui sont comme ça, mais effectivement, vous avez raison d'aller à l'encontre de ce que disent ces collègues-là. Mais dans l'école, je ne le vois pas. Et je crois qu'à l'école, et c'est pour ça que je disais que l'école publique a été laïque avant la loi de 1905, que la question de la laïcité n'est pas simplement une question juridique, c'est aussi une question philosophique. Pourquoi la République a-t-elle voulu laïciser son école? Je crois que Christine a montré tout à l'heure des caricatures qui répondaient en partie à cette question. Donc je crois que de mon point de vue, on limite notre champ de réflexion quand on considère que la laïcité n'est qu'une question juridique. Une autre question? Oui, mesdames. Oui. La question portait sur le danger des réseaux sociaux et on a vu dans malheureusement le cas de Samuel Paty que la cabale menée par ces réseaux sociaux a mené à son assassinat. Je ne sais pas qui souhaite répondre. En tout cas, moi, je vous réponds que dans les lois sur le séparatisme, l'amendement Samuel Paty, qui va poursuivre les personnes qui dénoncent, qui donnent des noms sur les réseaux sociaux, qui mènent des cabales, hein, que ces personnes puissent être plus facilement poursuivies, je pense que ça peut être une meilleure protection. On avance dans le bon sens pour mieux protéger les enseignants. Est-ce que quelqu'un souhaite répondre? Et puis il y a un double travail à mener. Il y a le travail des parents qui doivent éduquer leurs enfants à ces usages numériques, même s'ils n'en sont pas tous forcément familiers. Et après, il y a notre travail à l'école pour leur faire comprendre qu'on ne peut pas écrire tout et n'importe quoi sur Internet, sur un réseau social, qu'on doit réfléchir aux conséquences juridiques de ce qu'on fait. Merci. Monsieur le ministre. C'est évidemment une question fondamentale et la réponse n'est pas simple. Mais, et puis c'est une question qui concerne la société dans son entier et pas seulement la France. Encore tout récemment, les affaires de cyberharcèlement ont montré l'importance de ce sujet vis-à-vis des élèves comme vis-à-vis des professeurs. Et donc il n'y a pas une seule réponse, mais une série de réponses qui elles-mêmes ne peuvent pas épuiser tout le sujet, parce qu'il est énorme et on a encore beaucoup de choses à faire. Le premier point sur lequel je veux insister, c'est d'abord les outils juridiques. Et d'ailleurs, le président de la table ronde vient de le dire, il y a quelques progrès en la matière. Il y a aussi, avec la loi récente confortant les principes de la République, et notamment le fait que s'attaquer à un représentant de l'État, et en particulier à un professeur, représente une sorte de circonstance aggravante qui fait que des poursuites peuvent s'engager et puis qu'une protection particulière peut avoir lieu. Mais il y a aussi tout ce qui existe sur le plan institutionnel pour travailler avec les plateformes de façon à poursuivre les personnes qui font des messages de haine et parfois réussir à enlever certains messages. C'est la plateforme dite Pharos qui permet cela et elle nous permet de faire un certain nombre de choses dès qu'il y a du cyberharcèlement, des menaces de mort. Moi-même, vous l'avez peut-être vu dans l'actualité, j'ai été menacé de mort il y a à peine quelques jours. Ce type d'institution permet de remonter jusqu'à la source. Mais c'est encore, et on en est tous conscients, extrêmement imparfait. D'abord parce que les messages sont extrêmement nombreux, ensuite parce que les plateformes ne coopèrent pas parfaitement. Il y a 8 jours, j'ai convoqué avec le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel l'ensemble des responsables de plateformes de réseaux sociaux de France pour leur demander qu'on franchisse un cran supplémentaire dans leur capacité à contrôler ce qui se passe.
Je l'ai fait dans le contexte du cyberharcèlement, mais ça vaut évidemment aussi pour la protection des professeurs. Donc il va y avoir encore des pas nouveaux que l'on va franchir, notamment pour arriver à ce qu'un compte ou un message puisse disparaître dans des délais plus brefs. Sur les sujets du cyberharcèlement, on a une question de mieux contrôler le fait que normalement les enfants de moins de 13 ans ne doivent pas y être. Et sur la question de la protection des professeurs, cela signifie aussi un lien plus étroit entre les plateformes et notre institution, sachant qu'on a mis sur pied quelque chose qu'on appelle le carré régalien, que vous connaissez peut-être, c'est-à-dire le fait que dans chaque rectorat, il y a désormais une équipe correspondant à 4 équipes sur 4 sujets. L'un, c'est valeurs de la République et laïcité, c'est celui qu'on a créé en 2018, c'est-à-dire des équipes qui peuvent venir dans les établissements en soutien. Il y en a une sur la lutte contre la radicalisation, il y en a une autre sur les sujets tout simplement de violence, et en 4e lieu, sur les sujets de cyberharcèlement. Ça veut dire qu'il y a des gens spécialisés à l'échelle nationale et à l'échelle de chaque académie pour venir en soutien des établissements et donc des professeurs chaque fois qu'il y a des faits de ce type. Ce système a vocation à être pleinement en maturité cette année, 2021-2022, même s'il y a déjà un début de réalisation avec les équipes valeurs de la République, laïcité. L'objectif, c'est vraiment d'être capable d'intervenir vite et bien, donc à la fois dans le cybermonde et dans le monde réel. Donc dans le cybermonde, par la réactivité vis-à-vis des plateformes, dans le monde réel, en étant capable de venir dans l'établissement. L'objectif, vraiment, sur ce point, comme sur d'autres sujets qui ne sont pas forcément des sujets cyber d'ailleurs, et je sais bien qu'on n'y est pas au moment où je parle, mais l'objectif est de progresser, d'aller le plus loin possible dans le fait qu'aucun professeur ne doit se sentir seul face à ce type de situation. Aucun professeur ne doit avoir le sentiment d'impuissance par rapport au spectre de situation. Ce n'est pas seulement les questions que nous abordons aujourd'hui, d'ailleurs ça peut valoir sur bien des sujets. Et donc il doit y avoir évidemment l'esprit d'équipe, la réaction du monde adulte à l'échelle d'un établissement, mais quand ce n'est pas suffisant, alors c'est toute l'institution qui doit être derrière. Et ça, c'est vraiment mon point de repère sur ces enjeux. On en parle aussi avec les collègues étrangers, parce que le sujet se pose évidemment partout. Je considère que c'est plutôt un atout pour nous d'être un service public national de l'éducation, plutôt qu'un système totalement décentralisé, parce que c'est ce qui permet justement une certaine puissance de l'institution, une interlocution avec les plateformes. Et j'ai vu la dernière fois, mais ça, c'est les semaines prochaines qui vont démontrer ou pas ce point, que les plateformes étaient enclines à franchir un cran parce qu'elles se rendent bien compte qu'on est dans une situation qui ne va pas. Le monde entier est dans une situation encore beaucoup trop intermédiaire entre ce que les réseaux sociaux permettent et ce qui est acceptable du point de vue de tout ce qui est menace et de tout ce qui est harcèlement. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Est-ce qu'il y a encore une question ? Madame, oui. Merci. Merci pour votre intervention. Une question, madame ? Oui.
Merci. Sur la stigmatisation des enfants de l'école primaire, maternelle, Samia Longar, vous souhaitez répondre? Voilà, répondre, non, appuyer ce que Madame vient de nous dire, oui, tout à fait. Il y a un travail de stigmatisation et c'est en tous les cas, c'est ce dont souffrent les personnes auprès desquelles j'ai fait cette enquête. C'est cette stigmatisation qui, pour certains, n'en finit jamais. Stigmatisation en tant que musulman. C'est une vraie problématique. En tous les cas, elle ressort complètement dans mon enquête. Donc, je vous le dis. Est-ce qu'il y a... Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, monsieur Blanquer, monsieur le ministre. Bon, moi, je ne vais pas afficher mon âge, mais il est public. Mais je pense que votre intervention est très importante parce que votre première remarque, elle vaudrait d'ailleurs pour pratiquement tout sujet, c'est-à-dire en matière éducative en particulier. Il faut toujours faire attention de ne pas raisonner simplement dans un cadre français. Il faut regarder partout. Alors, ce que j'aime bien dans ce que vous avez dit, c'est que parfois on fait cette remarque pour relativiser la laïcité ou aussi pour expliquer que finalement la laïcité ce serait quelque chose d'assez désuet, d'assez franchouillard pour tout dire. Et je pense que c'est très erroné de voir les choses comme ça. Bien sûr, il y a une diversité d'approches du rapport entre l'État et la religion partout dans le monde, chacun le sait. Les réponses sont diverses. Mais la question de ce qu'on appelle parfois dans d'autres langues la sécularisation, c'est une question qui bien sûr se pose sous tous les tropiques, dans tous les pays, puisque c'est un sujet à régler, dans un sens ou dans un autre, mais c'est une question. Ce n'est pas une question qu'on a inventée en France pour se créer des problèmes. Il y a un sujet, par définition, du rapport entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. En France, c'est une maturation extrêmement lente de siècles de pensée et de tensions politiques qui a abouti à quelque chose qui, normalement, aujourd'hui, est un socle très consensuel, normalement, de notre pays, c'est-à-dire la laïcité qui, effectivement, a son point d'orgue avec la loi de 1905, mais qui a un avant et un après aussi, et qui, pour nous, est considéré comme un élément extrêmement précieux. Et l'autre point que je veux souligner dans ce que vous avez dit, c'est que c'est très juste de dire qu'au fond, l'article 1 de la Constitution nous donne 4 piliers qui doivent être rappelés, qui sont assez solidaires entre eux, c'est-à-dire la définition de la République comme étant démocratique, sociale, indivisible et laïque. C'est pas dans cet ordre-là, mais c'est ça. Et en effet, il faut montrer la dimension systémique de la laïcité. C'est pas quelque chose de cloisonné, c'est quelque chose qui est interdépendant de tous les autres éléments. Et donc, c'est aussi pour cela qu'elle est précieuse et puis qu'elle est indétachable du reste. On ne peut pas faire... il n'y aurait pas l'article 1 sans la laïcité, c'est de même qu'il n'y aurait pas l'article 1 sans la démocratie. Et donc, c'est essentiel de faire ce que vous avez dit, c'est-à-dire, la comparaison internationale, et non pas pour diminuer la laïcité, mais pour dire que d'abord, la laïcité, ça existe ailleurs, contrairement à ce qu'on dit parfois avec d'autres mots, parfois avec les mêmes. Je connais un peu l'Amérique latine, vous avez des pays, l'Uruguay par exemple, qui sont laïcs comme nous, avec les mêmes genres de définitions. Si vous regardez ce qui se passe au Québec aujourd'hui, ça ressemble très fortement à notre conception, même si dans le
Canada, c'est une autre histoire. Et donc, c'est évidemment, je pense, pour les élèves d'ailleurs, extrêmement intéressant que de faire cette comparaison et ce voyage géographique et conceptuel. C'est extrêmement important. Donc je pense que ce que vous venez de dire est doublement important. C'est-à-dire que vous faites une mise en perspective de la laïcité interne à la France, d'une part, et une mise en perspective internationale. Et en effet, dans nos débats, je ne parle pas seulement de ce qui se passe à l'école, dans nos débats en général publics français, c'est un réflexe qu'on a insuffisamment, et on assèche la laïcité en la présentant comme quelque chose qui est dans une bulle. Merci beaucoup. On peut prendre une dernière question, peut-être, monsieur ? Qui veut répondre à cette comparaison entre caricature religieuse et caricature raciste ? Monsieur le ministre ? C'est pas du tout ce qui était prévu, et puis je veux pas abuser. Mais c'est intéressant de vous écouter parce que ce que vous venez de dire est assez typique de ce que l'on voit aux États-Unis, je pense, et d'ailleurs avec, pour le coup, une société américaine qui ne me semble pas moins conflictuelle que la société française sur ces sujets. Je ne suis pas sûr que la recette soit de faire une différence de règles du jeu en fonction de la religion ou en fonction de la couleur de peau. Ça mérite une discussion, évidemment, je comprends la logique de ce que vous avez dit, mais il me semble que justement la force de la laïcité, c'est de ne pas faire de différence entre les gens. Donc on ne peut pas créer des asymétries, et je pense que la question de l'humour, par exemple, est une question qui a ses règles du jeu. D'ailleurs, on ne peut pas insulter au travers de l'humour, il y a une série de choses qu'on ne peut pas faire. Il y a des règles de droit, mais elles doivent être les mêmes pour tous les êtres humains et avec une égale dignité de tous les êtres humains. Quand on commence à rentrer dans une casuistique pour dire ça on peut le faire, ça on ne peut pas le faire parce que c'est tel groupe humain ou tel autre groupe humain, je pense qu'on rentre dans une casuistique qui en réalité fragmente et divise. Et donc il y a vraiment, je pense, une différence de conception entre l'Amérique et la France. Enfin, quand je dis l'Amérique, les États-Unis et la France, puisque le Québec, par exemple, est en Amérique, ou l'Uruguay est en Amérique aussi. Et donc, voilà, il y a une vraie différence de perception, et je pense qu'il y a un danger quand on commence à rentrer finalement dans la casuistique. Alors, madame, une toute petite question, vraiment.
Et c'est pour ça que nous avons avant tout besoin entre nous de cohésion et de solidarité. Et lorsque l'un d'entre nous est insulté, attaqué, agressé, pris à partie, on doit systématiquement faire corps et être avec lui. Bien, merci pour votre présence à toutes et à tous. Monsieur le ministre va prendre la parole. Voilà, vous retournez. Bien, merci beaucoup. Écoutez, j'avais un discours pour vous, mais j'imaginais une salle avec un pupitre, avec... j'imaginais que je n'aurais pas parlé avant, etc. Donc je vais tout simplement conclure, si c'est possible, mais en prenant en compte ce que je viens d'entendre et tout ce que vous avez pu avoir comme échange à l'instant. Je pense que ce que vient de dire Mme Guimonet est très important et d'une certaine façon, c'est la fin de votre intervention, c'est-à-dire on a besoin d'unité dans de telles circonstances. Je voulais d'abord, évidemment, dire à quel point cet anniversaire si triste la semaine prochaine est un moment extrêmement important dans notre pays. À quel point aussi dans la circulaire que j'ai pu envoyer ces jours-ci, l'objectif est justement d'avoir une situation différenciée selon les établissements et que donc vous pouvez être dans les situations en fait que vous définissez vous-même à l'échelle de l'établissement. Ça va aller de 1 minute de silence jusqu'à un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure, voire davantage, préparé d'une manière qui doit rester extrêmement souple dans chaque établissement. En plus, je pense qu'il est évident que, académie par académie, établissement par établissement, vous aurez le soutien pédagogique par des ressources pédagogiques ou par les corps d'inspection s'il y a des doutes sur la manière de faire et sur la façon dont vous devez l'envisager. Mais ce qui est important, c'est que cet anniversaire ne soit pas un anniversaire oublié, que nous sachions dire que ce qui s'est passé il y a 1 an est quelque chose d'extrêmement grave. J'ai l'habitude de dire qu'il y a un avant et un après Samuel Paty, parce qu'en effet, il s'est passé quelque chose qui, sur le plan pratique, la mort d'un homme, la mort d'un professeur, mais sur le plan symbolique aussi, c'est-à-dire la mort d'un représentant de la République en réalité, de quelqu'un qui transmettait des savoirs et des valeurs en même temps, cette valeur symbolique est absolument considérable. Elle n'a pas d'ailleurs heurté que la France, elle a heurté le monde entier. Et l'année dernière, j'avais d'ailleurs demandé à plusieurs collègues européens de faire en sorte qu'il y ait le même hommage dans le reste de l'Europe, ce qui s'est en partie passé d'ailleurs. Cela a marqué le monde, de même que les attentats de Charlie Hebdo et du Bataclan et de l'Hypercacher ont marqué le monde aussi. Et on ne peut pas faire comme si on devait attendre à chaque fois des événements aussi tragiques pour réagir de manière appropriée par rapport à cela. D'où l'importance d'une table ronde comme celle-ci, d'où l'importance d'en parler, d'où l'importance des écrits, d'où l'importance aussi d'un cadre conceptuel clair, et d'où l'importance aussi de ne pas reculer face aux défis qui nous sont lancés. Toute réponse qui consiste à trouver des raisons au terrorisme islamiste sont des réponses erronées. La démocratie a très souvent fait face à des périls de ce type. Elle ne répond pas en reculant ou en relativisant la démocratie. De même qu'on ne répond pas en reculant, en relativisant la laïcité. Et nous serons forts si nous réussissons à transmettre aux élèves ce qui permet à la démocratie d'être solide. Et ce qui permet à la démocratie d'être solide, c'est d'être cohérente avec elle-même, et on retrouve effectivement l'article 1 de la Constitution et les grands principes qui nous rassemblent, c'est-à-dire la démocratie, la dimension sociale, la dimension laïque, la dimension indivisible. Et si on veut lutter contre les discriminations, je pense que ce n'est pas en différenciant les élèves en fonction de leurs origines, de leur couleur de peau ou quoi que ce soit d'autre. Ce que l'on comprend à l'école de la République, c'est qu'on a tous une égale dignité de vivre. J'ai encore eu, il y a quelques jours, à l'illustrer sur de tous autres sujets. Mais dès que l'on commence à considérer les choses autrement que par la dignité de l'être humain et par l'égalité de tous les êtres humains entre eux, alors on rentre dans des définitions qui nous perdent. Ce qui me paraît donc très important à l'occasion de cet anniversaire, c'est d'abord de montrer que nous le célébrons, que nous ne faisons pas semblant d'oublier, qu'au contraire, nous sommes là. Peut-être tirer l'enseignement aussi de ce qui a été difficile l'an dernier. Rappelons que l'an dernier, on était aussi au retour des vacances de la Toussaint dans une situation où il y avait à la fois la crise sanitaire à gérer et les enjeux de cette minute de silence et du moment pédagogique. Et ça a été, je le sais,
difficile à faire, mais néanmoins ça a été fait par vous tous, par tous les professeurs de France, et ça a été fait d'une manière qui n'a pas souffert de contestation de la part de qui que ce soit d'ailleurs. C'est-à-dire que vous avez fait un travail qui s'est en quelque sorte imposé de lui-même parce qu'il était nécessaire. Bien sûr, dans des conditions extrêmement difficiles. Ça, personne ne peut dire le contraire. Et puis dans une atmosphère extrêmement lourde, tant cet assassinat nous pesait comme une sorte d'insulte à la démocratie. Et c'est la nature de notre réaction, notre capacité à être unis, notre capacité à faire vivre le débat, mais à montrer qu'on a un socle républicain qui fera notre réussite dans le futur. Le monde des enfants et des adolescents doit sentir le monde adulte uni face à ce type d'enjeu. Il doit sentir aussi l'école de la République avec des concepts clairs. Et ces concepts clairs, ils passent par, évidemment, la formation initiale et continue des professeurs, ils passent par des rencontres comme les rencontres de Blois, mais ils passent aussi par le débat public et évidemment la parole publique sur ces enjeux. J'ai toujours beaucoup de plaisir à venir à Blois. J'y viens depuis très longtemps, pratiquement chaque année, même avant d'être ministre. Je considère qu'il se joue ici quelque chose de très important parce que la corporation que vous êtes, celle des professeurs d'histoire-géographie et d'éducation morale et civique, il faut bien le rajouter, est une corporation fondamentale pour l'école, pour notre système scolaire. N'oublions jamais que l'enseignement de l'histoire, et on retrouve les enjeux de comparaison internationale, malheureusement, ne va pas de soi pour toute une série de personnes en France et dans le monde. Il y a des pays aujourd'hui où l'enseignement de l'histoire est une option. Il y a des pays où on n'enseigne pas l'histoire. Il y a des pays où il y a une sorte d'histoire officielle et de censure. C'est pourquoi lorsque la France exerçait la présidence du Conseil européen, pas de l'Union européenne, mais du Conseil de l'Europe, j'ai demandé en tant que ministre de l'Éducation que l'on adopte un projet qui avait été préparé par Alain Lamassoure d'un observatoire de l'enseignement de l'histoire en Europe. Ça n'a pas été facile, c'était un long accouchement, mais ça a été accepté par les pays du Conseil de l'Europe qui sont, vous le savez, plus nombreux que ceux de l'Union européenne et qui englobent par exemple la Russie, la Turquie, l'Arménie, pour prendre ces pays-là, qui ont adhéré. L'adhésion ne vaut pas évidemment programme commun d'histoire, ce serait absurde d'ailleurs. Par contre, ça vaut travail commun sur le fait qu'on enseigne l'histoire et qu'il y a des échanges entre historiens de pays différents. Je mentionne cela parce que ça a un rapport avec notre sujet, parce que notre sujet aujourd'hui, c'est-à-dire ce que nous faisons pour la commémoration de l'assassinat de Samuel Paty, ne porte pas seulement sur ce que nous ferons vendredi prochain. Il porte sur ce que nous faisons toute l'année et comment explicitement et implicitement nous portons des savoirs et des valeurs qui ensuite nous permettent de faire une société démocratique. Et l'enseignement de l'histoire, bien entendu de la géographie et aussi de l'éducation morale et civique, sont essentiels pour ce socle de citoyenneté. Donc la profession d'historien-géographe, elle est essentielle dans un pays comme le nôtre. Ce n'est pas une option, ce n'est pas une variable. Et c'est un sujet, je le dis comme sur quelques autres sujets, où il faut faire attention aux évolutions mondiales sur cette question. On ne se rend pas compte à quel point en France on fait de l'histoire. On pourrait en faire plus, il pourrait y avoir plus d'heures. Dans le cadre de la réforme du lycée, nous avons poussé cette discipline, vous le savez bien, aussi bien dans le socle que dans la création d'un enseignement de spécialité qui d'ailleurs remporte un assez grand succès, je trouve, histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques. Et cette place faite à l'histoire, le travail fait sur les programmes aussi, la modernité, je pense, des programmes que nous avons, le travail de structuration qu'il y a derrière, notamment le fait que nous devons arriver à ce que les élèves se repèrent beaucoup mieux dans le temps. On sait bien que ça n'est pas assez le cas, c'est pour ça qu'il n'y a rien d'archaïque à défendre une vision chronologique de l'apprentissage de l'histoire par les élèves à l'école primaire et au collège en particulier, mais même au lycée. Et cette volonté donc de donner une structure, une architecture, une solidité de connaissances aux élèves est fondamentale si nous voulons faire une nation unie, une république démocratique et donc une république aussi qui soit laïque. Et donc oui, les principes de laïcité font système avec les autres principes de la République. Oui, ça suppose du débat. Et donc, c'est bien naturel qu'il y ait des différences, des contradictions et toute une série de discussions qui traversent les enjeux de l'enseignement de l'histoire et de la géographie, comme les enjeux de cette commémoration que nous ferons. Mais ce qui est important aussi vendredi prochain,
c'est de montrer cette unité du monde adulte dont je parlais, c'est-à-dire cette solidité de la République, en fait, pour que les élèves comprennent que tout ce qui est fait de cette façon-là, en réalité, c'est fait pour eux. Et c'est pour ça que le sujet n'est en aucun cas un sujet de discrimination et en aucun cas un sujet d'exclusion, bien au contraire, c'est un sujet d'inclusion. Les élèves doivent sentir, et je pense que c'est presque un principe pédagogique sur ce point de manière incandescente, mais ce serait de tous les aspects de la pédagogie, ce qui est fait pour eux, pour qu'ils soient dans une société qui aille bien. Et donc c'est dans cet esprit-là qu'on doit concevoir l'anniversaire de la semaine prochaine. Comme vous le savez, j'inaugurerai une plaque au plein centre de l'entrée du ministère de l'Éducation nationale. J'ai demandé que chaque rectorat de France ait une salle Samuel Paty. J'invite évidemment tous les établissements scolaires à prendre toutes les initiatives pour lui rendre hommage. Cela va de soi. Je vois qu'il y a déjà non seulement des établissements qui prennent son nom, mais des salles qui prennent son nom dans différents établissements. Et bien entendu, là, c'est à l'initiative de chacun sur l'ensemble de nos territoires. Je vous remercie pour votre engagement sur ce sujet, pour ce que vous êtes, pour le métier que vous exercez, pour votre présence aujourd'hui qui marque aussi un engagement, une passion. Et c'est justement par cet engagement et cette passion que nous solidifierons toujours plus la République. Merci beaucoup. Merci. S'il vous plaît, juste pour terminer cette table ronde en hommage à Samuel Paty, nous vous présentons l'affiche officielle du prix Samuel Paty qui est lancée cette année 2021, donc l'affiche 2021-2022, avec pour sujet cette année « Sommes-nous toujours libres de nous exprimer ?», qui sera proposée aux élèves de collège. Et nous remercions vivement notre collègue Joël Lalazare d'avoir contacté l'artiste Ernest Pignon-Ernest qui a fait cette œuvre spécifiquement pour le prix Samuel Paty. Merci pour votre présence. Merci. Merci beaucoup, Christophe. Merci. Excusez-moi, est-ce qu'on pourra vous interviewer un peu après? On va juste faire l'interview du ministre. S'il vous plaît. Oui, vous restez là? Moi, je vais partir. J'ai